en 1852, la Seconde République subsista après le coup d'État du 2 décembre. Mais Louis-Napoléon Bonaparte exerça en fait une sorte de pouvoir personnel comparable à celle qui avait existé de 1800 à 1804 sous le Consulat. L'année 1852 fut tout entière consacrée à la préparation du rétablissement de l'Empire. Une nouvelle constitution, œuvre du prince-président et de ses conseillers, fut établie dès janvier 1852. Elle tendit, comme la constitution de l'an 8, à renforcer considérablement les pouvoirs du chef de l'État. Le pouvoir exécutif appartenait à un président de la République, élu pour 10 ans par le peuple et rééligible. Il nommait les ministres qui ne dépendaient que de lui. Il avait, seul, l'initiative des lois. Le pouvoir législatif était attribué à une assemblée unique, le corps législatif, élu pour 6 ans au suffrage universel. Il ne pouvait que voter ou repousser les projets de loi qui lui étaient proposés. Un Sénat, dont les membres étaient nommés à vie par le président, veillait au respect de la Constitution et pouvait éventuellement la modifier par des senatus consultes. Cette organisation allait subsister à peu près sans changement jusqu'en 1869. Divers décrets, pris au cours de l'année, eurent pour but de prévenir toute opposition. Le ministère de la Police fut renforcé. L'institution d'une candidature officielle permit de favoriser, lors des élections, les candidats présentés par le gouvernement. L'autorisation préalable fut rétablie pour la presse, ainsi que la juridiction des tribunaux correctionnels. Les avertissements émis par les préfets suffirent pour suspendre ou même pour supprimer les journaux jugés hostiles. Enfin, les réunions publiques furent interdites. Le prince-président fit, au début de l'automne, une grande tournée à travers la France pour préparer l'opinion au rétablissement de l'Empire. Puis, la question fut posée, sous forme de plébiscite, au peuple français en novembre 1852. Il y eut une écrasante majorité de réponses favorables, près de 7 800 000 voix pour, contre 250 000 contre. L'Empire fut solennellement rétabli le 2 décembre 1852. Louis-Napoléon Bonaparte prit le nom de Napoléon III. Il suffit de changer quelques titres pour adapter la Constitution au nouveau régime impérial. On peut distinguer 3 périodes dans l'évolution politique du Second Empire, de décembre 1852 jusqu'en juillet 1870. Il y eut d'abord, jusque vers le début de 1860, l'Empire autoritaire, puis le régime tendit, entre 1860 et 1866, à devenir peu à peu plus libéral. Enfin, de profondes réformes politiques, ou constitutionnelles, marquèrent de 1867 à 1870 comme le début d'une nouvelle étape. Le pouvoir personnel établi en 1852 se prolongea 8 ans, jusqu'au début des années 1860. Ce fut la période de l'Empire autoritaire. Grâce à la candidature officielle, il n'y eut pas d'opposants au corps législatif jusqu'en 1857. Toute opposition fut muselée par suite du renforcement de la police. Le système des avertissements ne laissa subsister que les journaux dociles. Au demeurant, la nation dans sa grande majorité était satisfaite car l'ordre régnait dans le pays et la France connaissait, au point de vue économique, une remarquable prospérité. Cette période de l'Empire autoritaire était incarnée par des partisans ardents comme Eugène Rouher. Elle connut un paroxysme en 1858 après l'attentat d'Orsini le 14 janvier. Ainsi, le mois suivant, en février 1858, fut votée la loi de sûreté générale qui permettait de déporter sans jugement toute personne ayant subi une condamnation après les journées de juin 1848 et surtout après le 2 décembre 1851. Un réveil du mouvement républicain parut cependant se produire en 1857. Aux élections qui eurent lieu cette année, 7 républicains purent malgré toutes les pressions être élus à Paris et à Lyon. À partir des années 1858, l'Empire autoritaire semblait se durcir. Une évolution libérale commença à se produire cependant en 1860. Un décret donna un peu plus de liberté au corps législatif. Cette évolution surprenante avait été provoquée par 2 faits. Tout d'abord, la nouvelle politique que Napoléon III avait entreprise en Italie, qui lui avait enlevé l'appui d'une partie des catholiques français. Ensuite, la conclusion d'un traité de commerce libre-échangiste avec l'Angleterre, en janvier 1860, n'avait pas moins irrité les industriels français. L'empereur cherchait d'autres appuis pour remplacer ceux qui paraissaient désormais incertains. D'autres concessions survirent de 1861 à 1867. C'est ainsi que les réformes libérales dans l'enseignement furent faites par Victor Duruy et que des avantages professionnels furent accordés aux ouvriers. L'évolution libérale irrita les partisans du régime autoritaire. Eugène Rouher, qui restait ministre, s'efforça autant qu'il le put
d'en limiter les effets. Elle ne satisfit pour autant ni les bonapartistes modérés, partisans de réformes plus grandes, et représentés par le prince Jérôme Napoléon, ni naturellement les républicains. On le vit bien aux élections de 1863. Les opposants coalisés purent faire élire 32 députés, parmi lesquels il eut 17 républicains. Sous l'influence, qui grandissait, d'un républicain modéré, Émile Ollivier, Napoléon III accentua l'évolution libérale ébauchée en 1860. Les députés reçurent le droit d'interpeller les ministres, qu'ils n'avaient pas eu jusque-là en janvier 1867. Puis l'autorisation préalable et le régime des avertissements furent supprimés en même temps que des réunions publiques étaient permises, en 1868. Enfin, la Constitution elle-même fut modifiée profondément par 2 sénatus consultes. Le premier, celui de septembre 1869, donna au corps législatif le droit d'initiative des lois. L'autre, le 20 avril 1870, fit du Sénat une seconde assemblée législative, plus ou moins comparable à ce que la Chambre des Pairs avait été autrefois. L'octroi de ces réformes substantielles satisfit dans une large mesure les modérés. Émile Ollivier accepta même de devenir le chef du ministère en janvier 1870. Mais il ne put rallier les républicains au régime. Bien au contraire, l'opposition républicaine profita des nouvelles libertés qui venaient d'être octroyées pour mieux s'organiser et pour mieux combattre l'Empire. Dès 1868, de nombreux journaux républicains furent fondés. L'un de ces journaux, Le Réveil, proposa même d'élever une statue au député républicain Baudin, qui s'était fait tuer le 2 décembre 1851 en réaction au coup d'État. Lors du procès qui s'ensuivit, le jeune avocat Gambetta ne craignit pas de prononcer un véritable acte d'accusation contre l'empereur lui-même. Toute cette ardeur parut porter ses fruits. Aux élections de 1869, 30 députés républicains, dont Gambetta lui-même, furent élus. L'importance et les limites de l'opposition républicaine apparurent bien lorsqu'un nouveau plébiscite fut organisé au début de mai 1870. Le régime impérial fut approuvé par près de 7 500 000 voix. Par ce résultat, la France, surtout rurale, avait clairement fait le choix de la continuité impériale.